De retour donc après ce petit souffle, président Vandakani, le lac Tchad, comment est-ce qu'on explique cette résurgence des attaques au niveau du bassin du lac Tchad? Et il y avait quand même, il y a quelques années, on sentait qu'il y avait une parfaite maîtrise de la situation de ce côté-là par les forces multinationales, la force multinationale mixte qui englobe, je le rappelle, le Cameroun, le Bénin, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Et ces derniers temps-ci, c'est pas vraiment le calme parfait. Le frontière aurait été un secret. On est tous les pays frontaliers du Tchad. Les frontières du Tchad partage avec ces pays. C'est le Tchad dont on a dit. Ouais. On va nous s'arrêter là-bas. Ça passe. C'est moins grave qu'au début de la chute du président Kadhafi. Oui. Mais il n'y a pas. C'est toujours stable. Parce qu'il y a deux mois. Jusqu'à présent, la Libye est devenue un no man's land en quelque sorte. Très favorable aux activités des mercenaires et de la construction, et du recyclage, des terroristes, de l'événement, etc. Oui. Vous prenez le Niger. Si le Niger est entré dans l'Ouest et est très très avancé, très engagé, déterminé dans la résolution du problème de sécurité, le Niger n'en a pas fini avec le terrorisme. Oui. C'est l'enjeu de la question de trois frontières. Tout à fait. Vous prenez le Centrafrique. Qui est là, c'est clair, mais les groupes de rebelles existent encore, sont là, certains même pas renforcés maintenant par le terre, et la frontière sud du Tchad, qui relie le Tchad au Centrafrique, n'est pas toujours, n'est pas encore sécurisée. Parce qu'en plus des rébellions, il y a des conflits. Les Français peuvent communiquer qui ne peut pas entendre la situation. Chaque bord a traversé pour aller dans l'autre bord. Vous prenez le Cameroun, il y a Boko Haram. Il y a Boko Haram. Pour le Nigeria, il n'est pas stabilisé, il n'est pas encore stabilisé. Il n'est pas encore stabilisé. Il y a Boko Haram. Vous prenez le Soudan, la frontière est. Là, il y a une guerre qui met le Tchad en première ligne. Donc pourquoi je rappelle ça? Vous voyez que tout ce faisceau, tout cet écosystème potentiellement terroriste dans son ensemble, quand vous regardez les puissances qui instrumentalisent la menace terroriste, vous voyez donc que cet écosystème potentiellement terroriste peut devenir réellement terroriste à tout moment. Il suffit que les patrons actifs. Donc là, on vous dit Boko Haram. On vous dit, il y a deux branches. On vous dit Boko Haram. Ça c'est tranquille. Bon, alors, quand on remonte, on dit, si on part du principe que Boko Haram, c'est une création de la France en partie, et des États-Unis, et qui ont créé Boko Haram. Boko Haram dans cette région-là, c'est les États-Unis, ce sont les États-Unis, c'est la France. Mais quand vous partez de ce principe, vous comprenez très bien ce qui est en train de se passer. Le Tchad dit ne pas se sentir soutenu par les autres pays membres de la force multinationale mixte. Comment vous appréciez cela? La force multinationale mixte, dès sa création, a toujours eu un problème. Ça a été le problème, ça a été le Nigeria. Le refus de droit de poursuite, etc., entre autres. C'est-à-dire le Nigeria. Bon, quant au Nigeria, je ne voudrais pas stigmatiser un État, mais la menace Boko Haram qui sévit fortement au Nigeria, il vient de quoi? Il y a un narratif officiel là qui fait rire tout le monde que oui, il y a des gens, des islamistes très nerveux, qui sont rigides, qui veulent installer comment on appelle ça, la loi islamique partout. Oui, la charia. C'est de la charia, oui. Quand même quelle charia. Oui, quelle charia. Voilà. Bon, c'est un récit pour enfants. Oui. Boko Haram, c'est la géopolitique américaine et française qui, n'est-ce pas, ne peut pas se passer de créer des zones d'instabilité partout pour perpétuer la prédation. C'est tout ce qui s'est dit. Perpétuer la prédation, créer les marchés, n'est-ce pas, pour les industries d'armement, etc. Donc, dans le cadre de leur interminable reconfiguration du monde, pour faire du monde, n'est-ce pas, un monde civilisé, version occidentale, vous ne pouvez pas dire version américaine, etc. C'est ce que vous voulez. Donc, c'est de cela qu'il s'agit, mon cher Bachir. Donc, cette situation a affaibli, dès le départ, la force multinationale mixte. Juste à ce que Boko Haram devienne très puissant. On est en 2012, 2013, vous vous souvenez, 2012, pour que le Cameroun, s'engageant cette fois-ci, essaye de peser tout son poids pour que
cette organisation est de la vigueur. Ça qui a permis de relancer la force multinationale mixte, qui a fait un travail quand même extraordinaire au niveau de Boko Haram. Boko Haram aujourd'hui a été, du moins même au niveau du Nigeria, est résiduelle. C'est une menace encore, mais elle est résiduelle. Si on la compare au début, quand elle ravageait le nord du Nigeria et quand elle a commencé à ravager le nord du Cameroun. Donc Boko Haram est devenue résiduelle, mais de temps en temps, elle s'est réactive. Donc, le Tchad dénonce ce qu'elle considère comme étant un manque de solidarité de la part des pays membres de la force multinationale mixte. Un chef d'État, Bachir, se lève un matin pour tenir de tels propos. Donc, ça mérite qu'on y accorde la plus grande attention possible. Il faut accorder de l'attention à la déclaration du pays. Oui, à l'alerte présidentielle qui nous vient du Tchad. Moi, je considère Bachir, c'est une alerte. Mais maintenant, comme nous n'avons pas la version des autres États membres, personne ne se prononçait de toutes les façons. De toute façon, nous pensons que ça doit se résoudre de manière diplomatique et que les États vont s'entendre rapidement pour régler ce problème. Le Tchad est un acteur majeur de la lutte contre Boko Haram. On ne peut pas se permettre de se passer du Tchad dans ce combat-là. On ne peut pas laisser le Tchad aussi être récupéré par les manœuvres géopolitiques. Pourquoi Bachir, je le dis pourquoi? Lorsque vous écoutez la manière dont les pays occidentaux, la France et les États-Unis, définissent la diversification des partenariats militaires qui se passent en Afrique centrale, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que les pays africains de la sous-région, Afrique centrale, comme d'autres sous-régions de l'Afrique, font du chantage, font de la surenchère à l'égard de leurs alliés traditionnels, France, USA, en se tournant vers la Russie. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Voilà ce à quoi ils réduisent cette dynamique non seulement d'émancipation géomilitaire, mais de diversification des partenariats militaires. La France et les États-Unis trouvent que non, c'est de la surenchère pour faire pression sur les partenaires. Vous voyez qu'ils ne comprennent absolument rien. Absolument rien. Ne veulent pas comprendre, ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour, tout à l'heure vous avez introduit ça de manière magistrale, pour déstabiliser, démembrer, déstructurer toutes les alliances qui sont en première ligne contre le terrorisme. Parce que sur le plan géopolitique et géostratégique, sans le terrorisme, ces gens-là ne peuvent pas parler avec nos États dans les conditions actuelles. Parce que la question d'affaiblir nos États, de les mettre sous pression pour enfin venir discuter. Pourquoi faire une fausse discussion, du moins discuter à l'occidental. C'est-à-dire que je parle avec toi seulement si tu es à genoux. Oui. Voilà. Donc, ma position est déjà. Non, à genoux. Je te mets à genoux et je dis que bon, tu es un interlocuteur valable. Voilà comment ils conçoivent la discussion Bachir. Vous devez faire à des parfaits sauvages, à des parfaits barbares. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la première loi de la géopolitique, non le pays de la géopolitique. À savoir, je répète encore, installer d'abord le chaos et venir pêcher en nos troubles. On sème le chaos et on allume le feu et nous on vient vous dire on peut éteindre le feu rapidement avec vous. À condition que la condition là, ça ne se passe jamais en public. Ça se passe toujours dans les secrets. Parce que dans le secret là, comme je répète encore, vous discutez étant à genoux. Donc, Bachir, ce qui se passe est très clair. C'est pas compliqué. Donc, on vous dit, on vous dit ok, Boko Haram, les forces rebelles se recyclent par exemple en Libye, c'est le cas du FACT, où ils ont les mines d'or qui gèrent, ça fait tout ça. Alors si moi je gère une mine d'or, où ils prennent l'expertise pour gérer l'or, 2, qui achètent, je vends à qui? On se moque des gens. Vous voyez comment? Tout ça c'est bien organisé pour que les groupes rebelles aient de l'activité qu'on appelle l'activité dormante, quand il n'y a pas la guerre, mais l'activité dormante permet de les réveiller quand on veut, quand il faut maintenant aller faire le vrai travail pour lequel on les a créés, déstabiliser les États et n'est-ce pas, les affaiblir. Donc, par rapport à ça, Bachir, il y a des manœuvres claires là. Les manœuvres qui viennent des États-Unis et de la France, consistant vraiment à manœuvrer pour qu'il y ait cette crise au sein de la force multinationale mixte. Je ne voudrais pas dédouaner ce que le président Déby dénonce. Parce qu'il tout ce que je dis là n'empêche pas d'être solidaire. Ne serait-ce que même sur la parole, sur des petits gestes. Voyez. Mais je sais, quand vous voyez que par exemple, le fait que le président Tinubu
depuis qu'il est élu, n'a pas visité le Cameroun, alors que le Cameroun c'est son premier partenaire commercial. Comment est-ce que vous expliquez ça? Alors que le Cameroun est en première ligne dans le combat contre Boko Haram, y compris surtout au Nigeria. Comment vous expliquez ça? Vous voyez très bien qu'il y a des manœuvres géopolitiques qui visent justement à briser les mains, n'est-ce pas, des États de la sous-région contre le terrorisme. Il y a l'autre facteur, Bachir. La défaite en Ukraine et la défaite de l'Occident et de la France dans le Sahel, évidemment, la pousse naturellement à réinvestir l'Afrique centrale. C'est la moindre des choses. À réinvestir l'Afrique centrale comme base d'appui pour espérer rebondir et repartir. Et dans ce travail-là, il y a une sous-traitance secrète entre elle et les États-Unis. Alors, le Tchad a donc décidé de monter d'un cran, naturellement, à travers son président, Mohamed Idriss Déby Itno, qui lui-même est allé au front sous la bannière de l'opération Haskanit. Alors, président Bandakani, c'est vrai que les résultats que nous observons jusqu'ici sont très bons. Et je rappelle que les équipes d'Afrique Média sont sur place. Ils ont retransmis plusieurs images. Notre partenaire. Oui, tout à fait. Notre partenaire, il faut bien le rappeler. Plusieurs images qu'on a pu voir de ce côté-là. L'armée est montée en puissance. Jusqu'où pensez-vous que le général Mohamed peut aller dans cette nouvelle opération? Mais le but de l'opération Haskanit, c'était de venger les martyrs, c'est ce que le président a dit. Oui. Les martyrs tombés dans cette attaque. Oui. Je pense qu'on a près d'une cinquantaine de soldats. Tout à fait. Ben c'est fait, hein, puisque les terroristes ont été repoussés jusqu'au Niger. Ils ont été repoussés. Oui. Alors, évidemment, il y a la guerre des propagandes comme d'habitude. Les Français, les Occidentaux disent que non, il y a beaucoup de morts du côté tchadien. C'est faux, pas tout ça, c'est faux. C'est faux. Le nombre de morts qu'ils donnent n'a rien à voir avec la réalité. Donc aujourd'hui, les rebelles ont été mis en déroute, les terroristes rebelles ont été mis en déroute. La preuve, ils ont fui pour aller vers le Niger. Donc, je vais pas être plus royaliste que le roi. Le président lui m'a dit qu'il était optimiste et qu'il ne vendait pas la peau de l'ours avant de l'avoir achevée. Je pense que cette prudence présidentielle doit nous inspirer. D'autant plus que la menace est sérieuse. Tout à l'heure, on parlait des dysfonctionnements qu'il y a au sein de la force multinationale mixte. Je ne sais pas pourquoi le Niger, je ne sais pas ce qui se passe dans la relation entre le Tchad et le Niger, quant à la gestion de ce type de situation. Parce que le Niger est dans l'AES, c'est une très bonne chose, nous sommes très heureux pour tout ça, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des relations bilatérales, comment on appelle ça, cohérentes, dans le sens où le Niger, c'est un État qui se bat contre les terroristes. Les Tchadiens se battent contre les terroristes. Pourquoi ils peuvent faire s'entendre rapidement? Si d'un côté, on attendait les terroristes du côté du Niger, mais on les aurait... Ça aurait été... complètement exterminé. Ça aurait été vraiment, comme on dit dans le jargon, un hachoir. Ça aurait été un hachoir, à dire pour le bien de la paix. Mais quels sont les risques justement d'une stratégie en solo de lutte contre le terrorisme international? Non, je pense qu'il y a beaucoup de non-dits dans cette affaire. Je pense que c'est pas le cas du Niger. Je suis sûr que le Mali a condamné, le Mali a apporté sa solidarité au Tchad. Le Mali a condamné, il y a eu un communiqué gouvernement camerounais qui s'est été élu par le ministre Maïga, qui a, je crois qu'il est adjoint pour le ministre, toujours pas intérim, autant que l'autre. Voilà, donc il a dénoncé, il a apporté le soutien du Mali, la solidarité du Mali au Tchad. Mais on n'est pas naïf. Il y a des non-dits, il y a des petits soucis, des petits problèmes. Par exemple, le fait qu'il y ait des bases militaires françaises au Tchad fait à ce que le Tchad n'est pas crédible. Tu vois un peu. La présence de 9 bases militaires françaises au Tchad fait que le Tchad n'est pas crédible dans la gestion du risque France. Or, le risque France, Bachir, c'est quelque chose de monstrueux pour l'AES. À juste titre. Oui, peu. Alors, donc, vous voyez, ce sont déjà de frictions, justement, que la France veut exploiter, que les Occidentaux veulent exploiter, n'est-ce pas, pour essayer de déstabiliser un pays comme le Tchad, qui, je le rappelle, est le pays qui est à la jonction du Sahel et de l'Afrique centrale. Tout à fait. Vous voyez l'enjeu. Et quand vous regardez l'histoire de la géopolitique occidentale au Tchad, vous savez que le Tchad, les Occidentaux, en général, et la France, ça dit, ont juré de ne jamais perdre le Tchad. Au point où il y a une doctrine géopolitique qui dit que le jour où l'Occident perd le Tchad, elle a perdu, par exemple, elle a perdu pratiquement toute l'Afrique subsaharienne. Ouais, ça dit que vous voyez l'enjeu qu'il y a au Tchad. Donc il y a cette friction-là.
Je pense qu'il faut que rapidement, il y ait un sursaut. Oui. Bachir. Pourquoi il faut un sursaut? J'ai dit depuis plus de 15 ans aujourd'hui que le problème du Tchad ne peut pas être un problème tchado-tchadien. Oui. Je cesse de le dire. Si on est d'accord que le Tchad est un maillon essentiel dans la stabilisation et du Golfe de Guinée, et du Sahel, ça devient un impératif en termes d'analyse, mais aussi d'opérationnalité géopolitique. Que l'affaire du Tchad peut pas être une affaire tchado-tchadienne. C'est une affaire de toute la sous-région Afrique centrale, c'est une affaire de tout le Golfe de Guinée, c'est un problème du Sahel. Nous devons réfléchir comment on va aider le Tchad à annuler le risque France, de par la présence de 9 bases militaires françaises au Tchad. Quand je l'ai dit, je sais qu'on peut me dire, mais oui, d'accord. Est-ce que vous êtes sûr que les dirigeants tchadiens sont fiables? Est-ce qu'eux sont prêts à jouer ce jeu? Oui. J'ai dit, ok, j'intègre ça. Mais on fait de la géopolitique. Oui. On fait de la géopolitique. On peut partir sur un plateau, Bachir. On est sur votre plateau, on peut partir d'ici. Mais on peut toujours réfléchir comment faire. Mahamat Déby, héritant d'une situation très complexe, très complexe. Cet héritage-là, ce n'est pas lui qui l'a fait. Ce n'est même pas son père, ça vient de très loin, ça vient même avant les indépendances. Quand, d'abord, on peut remonter à l'esclavage, Bachir, au niveau des routes transsahariennes, même dans le cadre de l'esclavage arabo-musulman. Le Tchad hérite d'une situation géopolitique qu'on lui a imposée, c'est-à-dire qui pèse, qui est lourde, très lourde, et qui paralyse les plus bonnes volontés politiques. Et amène ces volontés politiques à se concentrer sur l'essentiel, sur le pragmatisme version tchadien, à savoir bien gérer mon armée et consolider mon pouvoir. Limiter l'armée du Tchad à être soit jouer un rôle au niveau du Soudan, soit être une supplétive des ambitions prédatrices franco-occidentales, etc. Je vous rappelle la guerre qui a longtemps duré au Tchad, Frère Lajo, etc. Où on a bien vu ce qui s'est passé avec les Américains, les Français, etc. Et à un moment donné après, la Libye, etc. On a entretenu la guerre au Tchad pendant plus de 50 ans, dans le but justement de faire du Tchad ce que moi j'appelle une réserve géopolitique. Une réserve géopolitique au XXIe siècle, pour le service, n'est-ce pas, des ambitions de la géopolitique occidentale. Par rapport à ça, Mahamat Déby a fait des pas qu'on ne peut pas mépriser. Vous étiez, il n'y a pas longtemps, quelque part, vous étiez quelque part dans un pays de la sous-région Afrique centrale, où vous avez eu des confidences au niveau le plus élevé. Le Centrafrique vient de signer un accord avec le Tchad. Un accord. C'est un accord, quoi qu'on dise. Géopolitique, dans le but de faire le plus de booster la sécurité au niveau de leurs frontières. Vous vous souvenez au plus fort de ces situations de troubles aux frontières tchadio-centrafricaines, il y avait des vagues en guerre auprès de Mahamat Déby qui ont demandé, mais il faut que, pour le compte de la France, c'est l'occasion d'engager la bataille. Créer une situation qui avait prévalu au temps de Déby père, avec Dr Dja et la rébellion. Vous vous souvenez très bien. Mais Mahamat Déby a dit niet. Ils ont réglé ça en frère. Moi, vous on a salué ça à l'époque. Ça n'a pas été facile. Mahamat Déby, très compliqué. Parce que l'héritage familial laissé par le père Déby n'est pas facile à gérer. Au contraire, très compliqué. Donc, deuxièmement, à la faveur de sa prise de pouvoir et de tout le processus qui a conduit à sa réélection, il s'est rapproché des Russes. Il ne s'est même pas rapproché. Il a continué le partenariat qui avait été engagé par son père avec les Russes. Au point où M. Lavrov est venu ici à la faveur d'une tournée et nous a dit de manière solennelle que le Tchad est un grand partenaire de la Russie. Vous vous souvenez très bien. Plus grave, alors actuel Mahamat, nous avons des informations là-dessus, il est gardé par les Russes. Donc il y a une dynamique au Tchad. Elle est un peu embryonnaire. Elle est encore très jeune. Mais il y a une dynamique que personne ne peut contester, que au niveau du sommet d'État tchadien et de l'armée tchadienne, on a pris conscience du fait que le risque français, à terme, est une menace grave
à la souveraineté du Tchad, mais même à la sécurité des institutions tchadiennes. On a pris conscience de ce risque-là. Le Tchad n'a pas obligé le fait. Et l'aventure qui a conduit à l'assassinat du père Déby, même au plus fort de des derniers événements qui viennent de se passer. Mais le Tchad, la France, comme d'habitude, dans son double jeu d'hypocrisie géopolitique, est venue, après avoir constaté les dégâts, proposer son service. Mais le Tchad a dit non, on n'en veut pas. Ça, c'est l'information que nous avons de sources sûres, à partir des éléments que nous envoie Afrique Média sur le terrain et de nos sources auprès du pouvoir tchadien. Donc, c'est des choses que ce n'est pas fait publiquement. Mais ça montre qu'il y a des avancées. Il y a cette volonté qui est claire, il y a des avancées. Je pense qu'il faut soutenir ça. Il faut accompagner le Tchad dans cette dimension-là par une dynamique géopolitique extrêmement audacieuse, extrêmement élevée, qui prend en compte tous les paramètres que je viens de mettre sur la table, les paramètres de l'AES, tous les paramètres que je viens de mettre sur la table, qui font, n'est-ce pas, la spécificité historique géomilitaire du Tchad, que ce soit sur le dossier soudanais, où le Tchad est en première ligne, n'est-ce pas? Tout ça peut se retourner contre le Tchad par l'action de la France et des États-Unis. Bachir, vous vous souvenez de l'enjeu Masra? C'était quoi l'enjeu Masra? Mais beaucoup n'avaient pas vu ce que nous avons vu, comme d'habitude. Exactement. Si Masra passait, mais on ne serait plus en train de parler comme ça. On ne serait plus à ce niveau. L'Occident, les États-Unis voulaient renouveler cet accord historique géopolitique qui fait du Tchad une réserve géopolitique et géomilitaire occidentale. Les États-Unis voulaient renouveler ça dans le cadre d'une grande offensive pour s'opposer à la Russie dans ce qu'ils appellent la Grande Golfe du Guinée. Donc, les enjeux sont tellement vastes et il n'est pas acceptable qu'on trouve de telles distensions, n'est-ce pas, dans une force comme la force multinationale mixte qui vraiment était une belle promesse géopolitique et géomilitaire. Est-ce que cette force peut être, par là nous sortons, je veux dire, réétudiée, reformée et consolidée pour plus d'efficacité? Bien sûr, bien sûr. Donc, l'appel du président Mohamed serait une sorte que son appel sera entendu. Très bien. Je l'espère, parce qu'il faut que cette force-là, on n'a pas intérêt à ce que la force multinationale mixte retrouve sa léthargie des années 94, les années qui ont suivi sa fondation, parce qu'elle a été créée en 1994, c'est pas en 2012. Donc, il faut tout faire pour que cette force-là ne retombe pas dans cette léthargie. Ce n'est ni le moment, c'est pas le moment, parce que c'est dangereux, mon cher Bachir. C'est dangereux. Je vous dis, Bachir, dans la sous-région Afrique centrale, il y a des situations qui sont à risque. Vous avez des situations particulièrement de succession dans beaucoup de pays de la sous-région Afrique centrale. En Guinée équatoriale, que ce soit au Congo-Brazza, et même au Cameroun. Alors, il y a des tentations dynastiques néocoloniales, Bachir, qui peuvent pousser les uns les autres à s'accommoder du projet franco-américain dans la sous-région Afrique centrale. Ces intérêts-là peuvent dire que bon, FMM, ça ne sert à rien, on s'en fout. Mais c'est très dangereux. Le président Biya avait dit à l'époque, au plus fort de Boko Haram, qu'à menace globale, solution globale. Mais la force multinationale mixte est une solution globale. C'est une approche de solution globale. Il ne faut non pas ramer à contre-courant en déstabilisant cette alliance-là. Qui a fait ses preuves, Bachir? Elle a fait ses preuves. Nous souhaitons donc, n'est-ce pas, au niveau de la sous-région, qu'il y ait un système, qu'on écoute les problèmes de récrimination du Tchad, que ça se règle, n'est-ce pas, dans le sens d'une haute responsabilité géopolitique, dans le sens du pragmatisme géopolitique, et que vivement, n'est-ce pas, la lutte contre Boko Haram reparte, n'est-ce pas, Bachir, avec beaucoup de puissance, avec beaucoup d'engagement,